Et si le rapport secret du renseignement américain en disait plus sur les faiblesses américaines que sur la force russe? Chaque année, les 18 agences de renseignement des États-Unis se réunissent pour rédiger le document stratégique destiné au Congrès. Le fameux rapport sur les menaces globales. C'est ce document qui sert à justifier les budgets militaires colossaux, l'ouverture de nouvelles bases, ou encore le déclenchement de sanctions économiques. Mais cette année, un constat inédit saute aux yeux. La supériorité écrasante de la Russie dans l'Arctique est reconnue sans détour, noir sur blanc. Écoutez bien. La Russie contrôle près de la moitié du littoral arctique. Elle aligne 42 brise-glaces, dont 8 à propulsion nucléaire, et construit en ce moment un nouveau modèle sans équivalent mondial, prévu pour 2030. Ce n'est pas une déclaration du Kremlin, ni un discours de propagande, c'est l'avis officiel des agences américaines, s'appuyant sur des mois d'analyse, d'images satellites et de données confidentielles. En face, les États-Unis, superpuissance militaire, n'ont aujourd'hui pas un seul brise-glace lourd opérationnel. Zéro. Leur seul navire de ce type date des années 70 et approche le demi-siècle d'existence. Ce contraste est tellement frappant que même les stratèges américains ne tentent plus de le masquer. Ils constatent que la Russie ne se contente pas de garder son avance, elle la creuse chaque année. Le nouvel atomique russe en construction, il n'a simplement pas d'égal dans le monde. Mais alors, pourquoi publier ce constat? Et surtout, pourquoi maintenant? Vous l'aurez compris, ce rapport n'est pas qu'un inventaire des menaces. C'est surtout un instrument politique. À chaque donnée sur les capacités russes, à chaque mention des brise-glaces ou des bases en Arctique, c'est un argument de plus pour réclamer toujours plus de financement devant le Congrès. Mais il y a une autre lecture, plus subtile. Car derrière cette reconnaissance de la domination russe, on devine une forme d'admiration, et surtout, une inquiétude profonde. Celle de voir l'Amérique perdre sa place dans une région stratégique, incapable de rattraper des décennies de retard industriel, technologique et logistique. Ignorer ce qui se joue dans l'Arctique, croire sans nuance à la toute-puissance américaine, c'est risquer de mal orienter des milliards de dollars, de perdre en influence et d'entamer la sécurité nationale sur le long terme. Alors, que révèle vraiment ce rapport américain? Une menace extérieure grandissante ou un aveu de faiblesse et de fragmentation interne? Pour comprendre les véritables enjeux, revenons d'abord sur le contexte et la mécanique de ces rapports. Pourquoi publier un tel rapport maintenant, et à qui s'adresse-t-il vraiment? Derrière les gros titres alarmistes sur la montée en puissance russe dans l'Arctique, ce document, signé par l'ensemble des agences de renseignement américaines, a un objectif précis, et ce n'est pas seulement d'informer le public ou même la Maison-Blanche. Avant tout, c'est une lettre adressée au Congrès. C'est elle qui pose les bases du prochain cycle de dépenses militaires, qui façonne la perception des menaces et justifie, chaque année, la hausse de budget déjà colossaux. En clair, ce rapport, c'est le mode d'emploi du Pentagone pour défendre ses milliards. Chaque chiffre, chaque analyse sur la flotte de brise-glace russe, les bases militaires sur le littoral arctique ou encore la modernisation des sous-marins nucléaires, tout cela sert de munition dans une bataille bien particulière, celle du financement. Car aux États-Unis, rien ne se décide sans ce théâtre où la sécurité nationale rime avec investissement massif et où nul élu ne veut être accusé de négliger une menace, dès lors que le renseignement l'a décrite noir sur blanc. Ce n'est pas un hasard si la publication de ce rapport précède, chaque année, l'annonce de nouveaux programmes phares, comme le fameux Dôme d'Or. On retrouve là une mécanique vieille de plus de 30 ans. D'abord, un tableau sombre de la menace, cette fois, la Russie, son arsenal arctique, sa flotte, sa capacité à frapper même après une attaque nucléaire initiale. Ensuite, la parade. Présenter au Congrès une nouvelle génération de systèmes de défense, plus coûteuse, plus sophistiquée, et surtout, plus urgente que jamais, au moins sur le papier. L'administration ne s'en cache même plus. Chaque rapport officiel sert de légitimation à un nouveau cycle de modernisation. Au lieu d'admettre les faiblesses accumulées dans certains domaines, par exemple le retard américain en matière de sous-marins nucléaires d'attaque ou de capacité de projection dans les eaux gelées, on préfère insister sur l'accroissement de la menace. Résultat? Plutôt que de reconnaître les erreurs stratégiques passées, on réclame encore plus de fonds pour rattraper l'ennemi,
même si le retard semble aujourd'hui impossible à combler. Mais il y a plus subtil. En détaillant la puissance militaire russe, les bases du Nord, la concentration des sous-marins nucléaires sur la péninsule de Kola, le rôle central du Nord-Flotte, le rapport fait aussi passer un message à l'extérieur. Il façonne l'image d'une Russie non plus comme simple rivale ou défi, mais comme adversaire structurel, quasiment existentiel. Ce glissement lexical sert à ancrer, sur la scène internationale, tout renforcement de l'OTAN, toute extension de base ou tout nouveau paquet de sanctions. Un seul document, deux effets. À l'intérieur, il oriente les budgets. À l'extérieur, il justifie la posture politique. Pour Washington, ce n'est pas seulement la Russie qui inquiète. Le rapport note, non sans nervosité, les avancées de la Chine dans l'Arctique et la possibilité croissante d'un axe Pékin-Moscou. La coopération sino-russe, la création d'une nouvelle route polaire financée par la Chine et protégée par la Russie, la perspective de voir l'ancienne route maritime du Nord concurrencer le canal de Suez, tout cela compose un cocktail stratégique inédit. Or, pour les États-Unis, qui ont longtemps détenu le monopole de la sécurisation des routes commerciales mondiales, voir émerger de nouveaux corridors sous contrôle russo-chinois relève du cauchemar géopolitique. Ne pas comprendre cette mécanique, c'est risquer de prendre pour argent comptant ce qui relève, en partie, de la mise en scène. Ce n'est pas une simple analyse factuelle, c'est une stratégie, celle de justifier, auprès des décideurs et de l'opinion, un effort budgétaire toujours renouvelé, et d'anticiper, ou plutôt d'accompagner, un glissement de l'équilibre mondial que l'on n'arrive plus vraiment à endiguer. Mais derrière cette logique d'auto-justification, quelle est la véritable nature du rapport de force dans l'Arctique? Comment la Russie s'est-elle forgé une avance impossible à rattraper en une décennie? Pour comprendre, il faut s'extraire des clichés sur l'Arctique. Ce n'est pas seulement un désert glacé, loin de là. C'est un gigantesque réservoir d'hydrocarbures, une réserve de minerais et surtout, un corridor stratégique entre l'Europe et l'Asie. Contrôler l'Arctique, c'est détenir une clé de voûte de la géopolitique du XXIe siècle. Et c'est précisément là que la Russie a su miser, alors que les États-Unis, malgré leur puissance militaire, sont restés à quai. La supériorité russe s'incarne d'abord dans sa flotte de brise-glace. C'est plus qu'un symbole, c'est un outil de domination, le fruit de décennies d'investissement et d'une vision à long terme. Aujourd'hui, la Russie possède plus de 40 brise-glaces, dont une dizaine à propulsion nucléaire. Les États-Unis? Ils n'en alignent que 2, dont un seul est opérationnel. Autrement dit, la Russie navigue là où les autres sont bloqués par la glace. Elle assure la sécurité de ses routes maritimes, elle déploie ses recherches, elle construit ports, bases militaires, infrastructures énergétiques. Pendant ce temps, côté américain, l'Arctique reste quasiment une terra incognita, pas de ports en eau profonde, pas de chantier naval adapté, pas de présence humaine ou logistique comparable. Le rapport des agences de renseignement ne tourne pas autour du pot sur ce point. La Russie a, je cite, « un avantage structurel difficilement réversible en Arctique ». Ce n'est pas de la propagande, c'est un constat officiel. Et il ne s'arrête pas aux brise-glaces. Toute la presqu'île de Kola, à la pointe nord-ouest de la Russie, est devenue le centre névralgique de la dissuasion nucléaire russe. On y trouve la plus forte concentration de sous-marins nucléaires au monde, chargés de missiles balistiques. Leur mission? Garantir ce qu'on appelle la deuxième frappe, c'est-à-dire une capacité de riposte même après une attaque surprise. Protégés par la banquise, ces sous-marins sont quasi invulnérables, indétectables pour les satellites ou les drones américains. Pour le Pentagone, c'est un cauchemar stratégique. Impossible de neutraliser ce bastion sans s'exposer à une catastrophe nucléaire. Les services américains le reconnaissent d'ailleurs à demi-mot. Les efforts actuels ne visent pas à rattraper ou à dépasser la Russie, mais simplement à contenir, à surveiller, à réagir au coup par coup. Les moyens envisagés, surveillance satellitaire, exercices multinationaux, diplomatie ou sanctions, ne remplacent pas la présence physique, ni l'avance technologique et industrielle déjà acquise par Moscou. Et ce déséquilibre se retrouve également dans la modernisation des arsenaux. Le rapport insiste sur l'approche russe, un mixte entre systèmes très sophistiqués, missiles hypersoniques,
vecteurs manœuvrants capables de déjouer les défenses antimissiles, et armes plus simples, produites en masse, notamment des drones et des missiles de croisière. L'objectif ? Saturer toute défense ennemie par le nombre et la diversité des menaces. Quand une poignée de missiles peut être interceptée, des centaines lancés simultanément, rendant la protection illusoire. Pour illustrer la gravité de la menace, le rapport avance un chiffre choc. D'ici 2035, le nombre total de vecteurs balistiques menaçant le territoire américain pourrait dépasser 16 000. Ce chiffre a de quoi donner des sueurs froides au Congrès. Mais il faut le lire avec attention. Ce n'est pas le nombre de missiles russes uniquement. Les analystes additionnent les capacités de tous les adversaires potentiels. Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Pakistan. Une méthode qui permet d'alourdir la menace et surtout de justifier une augmentation massive du budget militaire. Mais derrière l'effet d'annonce, le message reste limpide. Même avec des investissements colossaux, les États-Unis ne peuvent plus prétendre à l'invulnérabilité. Leur système de défense antimissile, conçu pour une autre époque, ne suffira pas face à une salve massive, coordonnée et technologiquement diversifiée. Ce qui frappe, c'est que le rapport décrit la stratégie russe avec une forme d'admiration voilée. Il salue la capacité de Moscou à conjuguer innovation, pragmatisme et calcul économique. Contrairement à l'image d'une Russie figée, isolée, le document souligne la polyvalence de ses forces, capables d'agir simultanément en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et bien sûr dans l'Arctique, avec une logistique que les Américains eux-mêmes peinent à égaler. Il y a ici, dans l'écriture même du rapport, bien plus que de la crainte. Une reconnaissance lucide que le retard accumulé n'est plus rattrapable à court terme. Et c'est là que réside le véritable danger. Sous-estimer l'avance russe, ne pas la prendre pour ce qu'elle est, pourrait pousser Washington à des choix stratégiques coûteux, inefficaces, voire contre-productifs. La tentation de dépenser toujours plus pour masquer la réalité structurelle du retard. Mais la Russie n'est plus seule dans la région, et l'émergence de nouveaux partenariats change la donne. Le pire scénario pour Washington ? Une alliance stratégique entre la Russie et la Chine en Arctique, sur fond de routes nouvelles et de bouleversements de l'ordre mondial. Oui, ce cauchemar longtemps cantonné aux simulations stratégiques prend aujourd'hui forme, comme le reconnaît à demi-mot le rapport des agences américaines. Commençons par la Chine. Depuis plusieurs années, Pékin investit massivement dans l'Arctique, s'autoproclame puissance polaire et multiplie les partenariats avec Moscou. Ensemble, ils imaginent un nouveau corridor marchand longeant la Russie, une sorte de route de la soie polaire, capable de concurrencer les axes maritimes historiques. En clair, si la Russie contrôle le terrain, la Chine, elle, injecte des capitaux, de la technologie et du poids commercial. Cette synergie inquiète ouvertement les auteurs du rapport, qui parlent sans détour d'un embryon de partenariat stratégique. Ce n'est pas un simple jeu diplomatique, c'est la naissance d'un bloc capable de remodeler les flux commerciaux mondiaux. Pourquoi cela fait-il autant trembler Washington ? Parce que contrôler l'Arctique, c'est contrôler les nouvelles routes logistiques rendues possibles par la fonte des glaces. Et posséder ces axes, c'est tenir les rênes d'une part croissante du commerce mondial, des matières premières et même des données numériques, puisque de nouveaux câbles sous-marins sont en projet. L'enjeu n'est plus simplement militaire, il est géoéconomique. Celui qui tient la route tient la richesse future. Face à cette double menace, que proposent les États-Unis ? Diplomatie, sanctions, exercices militaires, promesses d'investissements futurs. Mais soyons honnêtes, confrontés à la présence massive et concrète de la Russie, brise-glace, bases, missiles, troupes acclimatées, ces outils paraissent bien dérisoires. La Russie ne se contente pas d'occuper la carte, elle la façonne, en conjuguant technologies de pointe et moyens industriels à grande échelle. Et Washington, dans son rapport, n'a d'autre choix que de l'admettre. La preuve ? La section la plus frappante du rapport évoque une explosion prochaine du nombre de vecteurs balistiques capables de menacer le sol américain. On parle ici de 16 000 engins d'ici 2025, toutes catégories confondues. Ce chiffre, on le sent, est d'abord pensé pour faire sursauter le Congrès et justifier des budgets records. Mais, entre les lignes, c'est aussi une reconnaissance brutale.
les défenses antimissiles américaines, pensées pour une autre époque, seraient complètement saturées face à un tel volume. Un missile, 2, 10, on intercepte. 100, 1000, 10 000, plus personne ne suit. Derrière l'alarmisme, un aveu. La supériorité américaine n'est plus garantie. Ce qui rend la stratégie russe redoutable, c'est ce mélange inédit de l'hypertechnologie, missiles hypersoniques, drones furtifs, combinés à des systèmes produits en masse, moins chers, pour noyer n'importe quelle défense sous la quantité. C'est une réponse froide, comptable, à l'équation de la guerre moderne, où le nombre finit toujours par submerger la sophistication pure. Là encore, les États-Unis reconnaissent, à leur façon, que la Russie sait compter, et qu'elle adapte sa stratégie à ses moyens réels, loin des improvisations. Le rapport fait aussi un constat inédit. La Russie est désormais capable d'agir simultanément sur plusieurs théâtres, Europe, Moyen-Orient, Afrique, ce qui force Washington à disperser ses efforts, à multiplier les postes de dépenses, à convaincre toujours plus ses alliés de suivre le mouvement. Et à chaque nouvelle avancée russe, c'est un nouveau paquet budgétaire qui se prépare, un nouvel argument de poids pour l'industrie de la défense. Mais le danger, pour les États-Unis, dépasse la simple compétition d'armement. S'ils échouent à réagir efficacement, ils risquent de perdre le contrôle d'axes vitaux, de voir leurs alliés douter, et de céder, lentement mais sûrement, la place de puissance dominante. Le rapport, loin de n'être qu'un cri d'alarme contre la Russie, est aussi un miroir des faiblesses de Washington. Retard stratégique, outils inadaptés, dépendance à la rhétorique de la menace globale pour mobiliser budget et soutien. Et pourtant, la bataille ne se joue pas seulement sur les missiles ou les brise-glaces. La prochaine frontière est celle des technologies de rupture et de l'influence mondiale. C'est là que les enjeux se déplacent et que la compétition prend une nouvelle dimension. Derrière la rhétorique de la menace, il y a en réalité une leçon profonde sur l'allocation des ressources et la gestion des priorités. Le rapport américain, s'il met en avant la montée en puissance de la Russie dans l'Arctique, ne se limite pas à la description d'un adversaire. Au fil des pages, il propose, sans forcément le vouloir, une réflexion sur les ressorts mêmes de la stratégie et sur la façon dont une puissance peut, ou non, tirer le meilleur parti de ses moyens. Commençons par un constat frappant. La Russie étend ses lignes d'action sur plusieurs fronts, Arctique, Europe, Afrique, Moyen-Orient, et malgré la pression internationale, elle parvient à maintenir un rythme constant de développement de ses infrastructures militaires, d'adaptation technologique et de présence régionale. Cette expansion n'est pas dispersée au hasard. Moscou identifie des priorités claires, concentre ses ressources, optimise ses efforts. L'Arctique et la dissuasion nucléaire sont mises en avant comme leviers stratégiques, pendant que d'autres opérations en Afrique ou au Moyen-Orient restent ciblées, calibrées selon les moyens réels disponibles. Face à cela, le rapport révèle, en creux, la grande vulnérabilité américaine. Malgré un budget militaire qui surpasse ceux de la Russie et d'autres puissances réunies, Washington doit faire face à une dispersion chronique de ses forces. Chaque nouveau front ouvert par la Russie, que ce soit un exercice en Méditerranée, une opération en Syrie ou une percée diplomatique en Afrique, oblige les États-Unis à redéployer des moyens, à multiplier les interventions, à étirer davantage encore des ressources déjà sollicitées sur des dizaines de théâtres d'opérations. Ce phénomène crée une forme d'épuisement stratégique, que les auteurs du rapport n'hésitent pas à nommer surcharge sécuritaire, dilution des priorités, peur de la convergence russo-chinoise dans certains points névralgiques. Ce ne sont pas les mots d'un adversaire, mais bien le diagnostic porté, noir sur blanc, par la propre communauté du renseignement américaine. Autre point capital, la bataille technologique. Le rapport insiste sur l'importance primordiale du contrôle des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle et des systèmes de chiffrement avancés. Pour Washington, empêcher la Russie d'accéder aux technologies de pointe devient un instrument de stratégie à long terme au même niveau que les embargos sur les armes nucléaires durant la guerre froide. Mais, et c'est là toute l'ironie relevée dans le document, l'histoire montre que les embargos technologiques ne garantissent pas nécessairement le maintien de l'avantage. À force de volonté et de nécessité, un État ciblé peut finir par rattraper son retard, comme la Russie l'a fait dans le domaine nucléaire, malgré des décennies de restrictions.
Cette reconnaissance lucide traverse tout le rapport. La supériorité américaine n'est plus un fait établi, mais un État fragile à défendre coûte que coûte. D'où cette fuite en avant budgétaire, justifiée par la nécessité de tout financer, partout, en même temps. Or, comme le souligne le document, la Russie, elle, choisit ses batailles. Et paradoxalement, c'est ce choix assumé qui lui offre aujourd'hui une marge de manœuvre. Alors que les États-Unis s'épuisent à vouloir tout couvrir, la Russie concentre, renforce, innove là où elle juge ses intérêts existentiels menacés. Pour vous, spectateurs, la leçon est claire. Ce rapport, qui semble n'être qu'une énième alerte sur la menace russe, révèle en réalité les dilemmes structurels d'une grande puissance à l'heure du doute. Il nous montre que l'accumulation de moyens n'est pas une garantie de succès si l'on perd de vue ses priorités. Il interroge la façon dont l'argent public est investi. Défendre partout, c'est risquer de ne défendre nulle part vraiment. Et il rappelle que les recommandations des rapports officiels façonnent non seulement la perception de la puissance, mais aussi la répartition très concrète des budgets, des investissements, de la sécurité elle-même. Ne pas tirer les leçons de cette opposition de modèles, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs, gaspiller ressources, diluer l'influence et, au bout du compte, perdre pied dans un monde en recomposition rapide. La Russie, sous sanction, optimise. Les États-Unis, malgré une avance matérielle, doutent de leur capacité à rester en tête. Alors, finalement, que nous apprend vraiment ce document, non seulement sur la Russie, mais surtout sur l'Amérique d'aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut comparer les diagnostics portés sur l'adversaire et sur soi-même. Passons à cette dernière étape. Ce rapport, destiné à convaincre le Congrès, offre une radiographie surprenante des fragilités américaines. Au-delà des menaces russes exhibées, il éclaire surtout, presque malgré lui, les fissures internes d'une puissance qui doute. C'est toute l'ironie de ce document. En cherchant à justifier des budgets colossaux, il expose les propres faiblesses de ceux qui réclament plus d'argent. Regardez bien. Quand les 18 agences de renseignement américaines détaillent les avancées russes dans l'Arctique, la modernisation du bouclier nucléaire, les 42 brise-glaces, la présence simultanée sur plusieurs fronts, le partenariat inquiétant avec la Chine, elles décrivent une stratégie claire, des choix assumés, une capacité à concentrer les efforts sur des priorités. Tout est présenté avec une précision presque admirative, même si le ton officiel reste celui de la menace. Mais c'est dans le miroir que ce rapport tend à lui-même que le constat devient plus troublant. Les États-Unis, malgré un budget militaire sans commune mesure avec celui de la Russie, se disent débordés, obligés d'écarter leurs ressources, dépendant des alliés et accusant un retard de 30 ans dans certains domaines, notamment en défense antimissile et en flotte de brise-glace. Pour rattraper ce retard, ils ne proposent qu'une seule solution: investir encore plus, consolider le dôme d'or technologique, multiplier les satellites, renforcer la présence en Arctique, sans jamais garantir de succès, car l'histoire récente a souvent prouvé le contraire. Ce double discours, vous le lisez noir sur blanc dans le même document. D'un côté, la Russie qui fait des choix drastiques, qui connaît ses priorités, qui agit là où elle est forte. De l'autre, l'Amérique qui s'éparpille, qui veut être partout, mais qui finit par ne plus être réellement puissante nulle part. Ce n'est pas simplement une analyse extérieure. Ces confessions de faiblesse sont là parce qu'il faut convaincre le Congrès d'ouvrir le robinet à milliards. Mais à force de revendiquer ces vulnérabilités pour obtenir plus de moyens, on finit par les graver dans le marbre et à offrir à ses adversaires la carte de ses propres tourments. La vraie leçon de ce rapport, c'est qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant la version officielle, surtout quand elle sert d'argumentaire budgétaire. Rester prisonnier de la communication institutionnelle, c'est accepter des choix stratégiques dictés par la peur et non par la lucidité. C'est oublier que chaque budget militaire voté, chaque nouvelle ligne dépensée, découle autant des récits que l'on se raconte sur la menace extérieure que des véritables besoins stratégiques. On risque alors de renforcer un cercle vicieux. Plus on se dit vulnérable, plus on réclame de ressources, et plus on s'éloigne d'une vision rationnelle de la puissance. Pour nous, citoyens, l'enjeu est immense. Nos perceptions de la sécurité, du rôle international de nos États,
la façon dont sont employés les fonds publics. Tout cela est construit par des rapports comme celui-ci. Comprendre leur double langage, leur fonction politique autant que stratégique, c'est retrouver un peu de clairvoyance dans un débat souvent saturé de peur et d'intérêts particuliers. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une nouvelle menace ou d'un budget record justifié par la dernière analyse officielle, posez-vous la question: à qui profite ce récit? Que cherche-t-on à masquer ou à révéler, consciemment ou pas? Et surtout, quels choix fondamentaux sont faits, parfois sans débat, sous couvert d'urgence? Voilà pourquoi il est si important de lire ces documents avec un esprit critique, de croiser les regards, d'aller au-delà de la surface. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce rapport, la description de la puissance russe ou l'aveu, presque involontaire, des fragilités américaines? Et si vous souhaitez qu'on continue à décrypter ensemble ce genre de documents, abonnez-vous et activez la cloche. Le prochain décryptage arrive très bientôt.